Bien, alors donc je disais merci à tous d'être restés, pour certains arrivés pour cette table ronde qui vient clore la partie point culture de la journée, puisque pour rappel, les journées portraits sonores de pays ont lieu dans 2 lieux, au point culture en journée et le soir au QO2. Donc j'espère que vous pourrez tous vous déplacer ce soir pour entendre les live diffusions des 2 artistes qui sont présents à cette table ronde. Donc comme vous allez le comprendre, l'enjeu c'est aussi d'avoir ce temps de discussion pour faire le lien entre les interventions académiques de la journée et les événements du soir au QO2, et d'avoir ce temps d'échange aussi avec les artistes autour des pièces, sans pour autant venir étouffer la diffusion le soir avec trop de discours, puisqu'on parle quand même beaucoup pendant la journée. Donc j'ai le plaisir d'introduire, de présenter maintenant les 2 artistes qui seront avec nous ce soir, Gaëlle Ségalen et Stéphane Marin. Alors les questions sur lesquelles on va revenir ont trait à leur pratique sonore, leur lien évidemment avec la question des lieux à investiguer, les méthodes pour étudier et donner à sentir, à entendre ceci par le biais du sonore, aussi le lien possible entre leur travail et l'expression de portraits sonores qui nous occupent aujourd'hui, voire d'autres qualificatifs. On a beaucoup parlé de paysage, on a parlé de cartophonie, de phonographie, de topophonie, etc. Alors je commencerai simplement par les présenter l'un après l'autre, et puis par poser quelques questions pour distribuer les échanges, sachant évidemment que tout cela est très libre, je n'ai pas de canevas fixé, et que vous êtes tout à fait invités à participer à ces échanges, à poser vos questions. Il faudra simplement peut-être prévoir un autre micro, ou prendre peut-être le micro mobile, et à ce moment-là, Gaëlle, je te passerai le micro filaire. Alors, Gaëlle Ségalen, ton parcours t'a mené des sciences humaines à RFI, de la pratique du son au cinéma, à l'enregistrement de terrain, jusqu'à la composition électroacoustique. Tu as appelé ton projet I Hear You, je t'entends, ou je te comprends, car, je te cite sur ton site internet, c'est un projet qui met l'accent sur la relation directe au monde par le son. Par tes pièces psychogéographiques, comme tu les appelles, et tes compositions musicales, tu participes à divers parcours sonores, compilations, productions radiophoniques, installations. Tu crées la musique pour des œuvres visuelles, notamment à partir d'archives, tout en voyageant pour collecter voix et sources d'inspiration. Tu es membre du collectif MU depuis 2005, et tu interviens lors des ateliers de captation sonore à Paris et en banlieue, et tu participes aux créations et performances artistiques comme Audio Walk, Soundrop à la Nuit Blanche en 2005, Sound Park Festival sous la plage en 2006, Sonic Moon, Nuit Blanche, défilé de mode performance de Sakina Emsa à Bagnolet, et beaucoup de choses aussi plus récentes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu es diplômé en composition électroacoustique également, et que ta musique est publiée sur de nombreux labels, Eratum, Firecracker Recordings, Coherent States, et que ta musique tente, je te cite à nouveau, transposer la complexité du monde dans des paysages sonores électroacoustiques, bruitistes et polyrythmiques, paysages qui, en révélant donc cette structure rythmique unique contenue en chaque son, tout en restant hors de la grille temporelle consensuelle, ont été qualifiés parfois de DFR, Danceable Field Recording, expression que personnellement j'apprécie énormément. Alors je passe à Stéphane Marin. Stéphane, suite à des études de philosophie, tu es initié aux pratiques spécifiques des musiques de ville et des arts sonores en espace public à partir de 2003. Dès lors, tu n'auras de cesse d'explorer, je te cite, des formes sonores contextuelles liées aux lieux, aux architectures, aux espaces publics. Cette attention pour l'espace t'a mené à créer Espace Sonore, une compagnie dédiée à la création sonore contextuelle et aux arts de l'écoute. Depuis 2008, tu conçois, composes et partages avec tous les publics des parcours sonores, alors à partager à 2 sous un parapluie pour la gare Saint-Charles à Marseille, pour les rues et les souterrains de Singapour, des siestes sonores écologiques et paysagères, des marches d'écoute, des séances de yoga des oreilles, ou bien encore des installations performatives architecturales. Tu as par ailleurs produit des œuvres radiophoniques, notamment pour France Culture, mais aussi des albums publiés physiquement et numériquement sur différents labels.
Tes ateliers, à l'écoute du paysage, offrent au public les plus éclectiques différentes expériences d'écoute et une introduction pratique à ce que tu appelles la phonographie. Par exemple, l'Observatoire phonographique sensible des paysages sonores de la Garonne, ou plus récemment, un travail sur le fleuve du Rhône. Alors, au vu de ce qui vient d'être dit, on peut clairement affirmer, comme tu l'écris sur ton site, qu'au cœur de ta démarche, la composition est intimement liée, entremêlée et toujours à l'écoute des spécificités d'un lieu et d'un site, que tu en proposes une écoute, une réflexion et une pratique radicalement contextuelle. Alors, au passage, je tiens à remercier bien sûr Alexandre Galland qui devait animer cette table ronde et qui a aussi collecté ces informations pour nous et qui n'est pas là ce soir, à qui on pense bien fort. Donc, je commencerai par une question pour toi, Gaëlle, par rapport à ton travail. On a vu que la notion de portrait se distinguait de celle de paysage. Il y a un élément dont on n'a pas énormément parlé, mais qui semble tout de même déterminant, mais que Jean-François Augoyard a introduit ce matin, c'est le fait que quand même le portrait, ça renvoie généralement à la représentation de la personne humaine. Et c'est bien le cas dans ton travail, dans lequel tu vas à la rencontre de femmes et d'hommes qui te sont d'abord étrangers. Et c'est ce que porte le nom de ton projet, I Hear You. Alors, on en parlait tout à l'heure à la pause avec Maki Solomos au sujet de la pièce de Murray Schafer qu'a diffusée Jean-François Goyard ce matin et qui pose problème peut-être parce qu'elle présente la voix d'un Américain natif comme un objet de la nature, un petit peu que l'on ne comprend pas. Quelque part, la question que j'aimerais te poser pour ouvrir, c'est quel est ce rapport entre la voix et le territoire, peut-être dans ton travail. Est-ce que pour toi, faire portrait sonore d'un pays, c'est forcément en passer par cette dimension humaine et j'ai l'impression que dans ton travail, c'est un élément tout à fait fondamental. Alors, c'est vrai que j'ai, de fait, ayant étudié la sociologie et très portée sur les notions de groupe et de l'individu dans le groupe et comment les êtres interagissent et se modifient ou modifient leur comportement et leur façon de penser au contact les uns des autres, je suis très naturellement dans les années 90, début 90, j'ai eu la grande joie de pouvoir faire un stage à RFI qui s'est prolongé, qui a duré 1 an. En fait, je n'étais pas stagiaire pendant 1 an, j'ai très vite produit des choses, mais voilà, après j'en suis partie. Je travaillais dans une émission sur l'émigration par des gens issus d'émigration. Bon, moi, je suis née à Paris, voilà, je suis franco-française et j'étais là et heureuse de pouvoir, étant donné que le son était ma passion depuis gamine, la radio et les radios libres, pirates, avec la polémique et tout, la voix, l'humain, les humains véhiculaient quelque chose de très puissant pour moi. Et également en langue étrangère. Donc ce rapport, capter le monde par la voix et la rencontre, c'était fondamental. Et donc très vite, j'ai parlé de cette rencontre, d'enregistrer la rencontre à travers la perception des autres et des personnes qui habitent un territoire, mais aussi qui le traversent ou qui ont quitté un territoire ou qui peuvent aussi, très vite, j'ai fait ce que j'appelais des portraits délocalisés, soit des personnes qui rêvent les territoires. Inscrit dans un environnement parce que également c'est venu de la technique. C'est-à-dire que les méthodes de captation inscrivent la source sonore dans un ensemble. Et en radio, il y a des micros directionnels et il y a aussi, ayant travaillé ensuite dans le cinéma comme ingénieur du son, il y a aussi des micros qui inscrivent le son dans un contexte global et les ambiances et les plans sonores en fait se troublent. Donc, est-ce qu'on met le premier plan, la voix en avant ou le fond et comment les détacher ou ne pas? Voilà, donc je pense qu'on peut effectivement imaginer que toutes ces sources peuvent être cohabiter, coexister et s'entrelacer. Je fais des portraits entrelacés, parfois entre des gens qui ont des langues différentes, ou alors privilégier un plan sonore. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais l'humain, comme le vivant, comme les sons industriels ou les sons nature, ou toutes sortes de sons, à un moment, c'est à nous de mettre le focus.
Mais il se trouve que moi, j'ai souhaité enregistrer d'abord les personnes. Et à Hear You, c'est je t'entends, je te comprends. Bon, je pense que je suis passée par un passage où j'étais sur l'empathie et aussi le soin. Et aujourd'hui, moins. Peut-être parce que j'étais une jeune femme et que... Voilà, on peut parler de la question du soin. Mais parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers après, à destination aussi, de comment le son peut aider. Voilà. Mais... oui. C'est bon, du coup, je suis appariée. Merci. Justement, c'est intéressant sur cette question de la rencontre, parce que je discutais avec Stéphane, qui a fait donc des études de philosophie, et tu me disais qu'initialement, tu travaillais avec Daniel Charles, à l'époque, à l'Université de Nice, et que pas du tout sur la musique, mais que tu avais eu le projet de faire un master de philo sur cette question de la rencontre. Alors, pas forcément esthétique, mais je me demande, j'en reviendrai après à la question plus spécifiquement de ta méthode et ta pratique et des topophonies, mais pour faire le lien, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui présidait à ton intérêt pour la prise de son in situ, pour l'enregistrement de terrain, cet intérêt d'abord philosophique pour la question de la rencontre? Ou pas du tout? Je pense que à cette époque-là, c'était pas du tout dans mon champ en fait. C'était trop beau. C'était vraiment mon intérêt se portait sur la musique, mais vraiment dans le domaine là de la rencontre, c'était la rencontre d'autres pensées, écouter l'autre. Quand même, je ne dis rien, mais bon, peut-être inconsciemment, ça me semble tout de même assez cohérent. Et puis de le faire avec Daniel Charles, qui est un grand spécialiste de John Cage, c'est peut-être pas anodin. Mais bon, je ne suis pas là pour faire une psychanalyse de ton parcours musical, Stéphane. Je poserai une question beaucoup plus simple. Par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui et à toutes les interventions qui ont eu lieu aujourd'hui, comment est-ce que, en tant que praticien du son, artiste sonore, ça te ferait réagir? Tu es l'auteur de Topophonies, dis-tu, que tu définis par ailleurs comme des auscultations de territoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce projet et son lien avec les concepts qui ont été abordés aujourd'hui par des universitaires? Alors, peut-être tu évoques les observatoires phonographiques sensibles. Notamment l'observatoire phonographique sensible des paysages sonores de la Garonne. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, c'était, je sais plus moi, je crois en 2019, je me suis demandé un peu comment on pouvait aller enregistrer les spécificités d'un pays, des bords de Garonne, où ça s'arrêtait. Déjà, qu'est-ce que c'est que la Garonne? À quel moment on est encore en train d'écouter la Garonne, de la phonographier? Ou alors, tout à coup, est-ce que c'est à 100 mètres? Est-ce qu'on est sur les berges? Est-ce que c'est quand je mets des hydrophones dans la Garonne que je vais enregistrer la Garonne, quoi? Et en fait... j'ai pensé qu'il fallait, rester le long des berges avec une certaine porosité avec les espaces qui l'entourent, parce que ces espaces pouvaient aussi la conditionner, quoi, en fait, la spécifier. Et c'est vrai que quand j'ai écrit ce projet, j'ai parlé en sous-titre d'un portrait paysager de la Garonne. Alors, ce mot de portrait, c'était la première fois qu'il intervenait. Et je me demande si c'est pas un peu... Enfin, c'est pas du tout de parler de la Garonne comme si c'était quelqu'un, mais il y a quelque part une identité. Et c'était, l'identifier comme de dire d'en faire un portrait, mais un portrait paysager. Donc quand même, dans le mot paysage, il y a quelque chose pour moi de plus flou, quoi, en fait. Il y avait ces histoires de fond... de figure-fond. De figure-fond. Et là, en fait, ça se confond un peu. Et puis, dans cette réflexion sur le paysage, je me suis rendu compte que mon intérêt n'était pas du tout à enregistrer le paysage d'une manière panoramique. C'est-à-dire de prendre en compte quelque chose de très large et qui pourrait, comme ça, sur des longs trajets de centaines de kilomètres, dire à tel endroit. En plus, il y a observatoire. Dans l'observatoire, il y a peut-être quelque chose qui semble scientifique, alors que c'est un observatoire sensible. Donc, il n'est pas du tout scientifique, quoi. Il est la projection d'une écoute à travers les micros. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce fantasme que je faisais de travailler sur le paysage sonore était en fait quelque part faux.
Et j'allais travailler plutôt sur un paysage sonore qui était recomposé à partir de micro-parties. Parce que ce qui m'intéresse souvent, c'est de faire des zooms. Donc c'est bien d'aller aller à l'écoute d'un paysage, mais en focalisant et en faisant comme des zooms. Et en fait, par la suite, j'ai commencé à penser que peut-être je prenais des petites parcelles, comme des pixels, et qu'à un moment, je recomposais un paysage à partir de ces pixels, en fait. Voilà. Et peut-être un portrait. Comme une mise en particules, et à un moment, on recompose avec ces éléments pour en faire quelque chose voilà, de portraituré, donc d'assez personnel dans des choix. C'est intéressant de voir comment la notion de composition musicale s'inspire ici de la composition picturale pour penser quelque chose qui relève de l'enregistrement de terrain, quoi. Comme quoi le terme de composition va aussi d'un médium à l'autre dans cette affaire. Et en parlant de médium, justement, tu mentionnais tout à l'heure, Gaëlle, et c'est important dans ton parcours, et ça me semble aussi très lié à ces questions de zoom, de plans rapprochés ou de flou du paysage. Tu disais que tu venais de la captation dans le milieu du cinéma, et que tu en es venu après à cette approche de proximité et de rencontre, et qu'il y a là quand même deux univers très différents. Comment est-ce que s'est passé le passage de l'un à l'autre En fait, le cinéma, c'était vraiment, pour être honnête, c'est vraiment pour acquérir des skills, des compétences techniques. Donc j'ai fait un détour par la technique en travaillant avec les meilleurs micros qui soient. Je n'ai pas spécialement acheté du matériel à l'époque, d'une part parce que je travaillais, j'étais intermittente. C'est le seul moment où j'étais intermittente dans ma vie, donc assez jeune. Et après, plus du tout. Et donc, j'étais pas tout à fait à l'aise non plus dans cet univers. Voilà, pyramidal, un fonctionnement assez particulier. J'ai appris le travail en équipe, c'était formidable. Les lumières, les focales, tout ça. Et les techniques du son avec du matériel. Comme je n'avais pas acheté de matériel, je louais, je travaillais avec des loueurs. Et si bien que j'utilisais toujours les nouvelles technologies. À RFI, j'ai travaillé sur la bande. Et j'ai quitté au moment du passage numérique. Donc ça remonte. J'ai un peu dinosaure. Mais j'aurais voulu. Mais en fait, j'ai quitté RFI parce que, pareil, ça ne me convenait pas à la façon de travailler à Radio France. Et la notion de portrait, justement, déjà, ce que je faisais comme portrait, la question de la traduction, je sais que vous l'avez évoqué ce matin, m'a posé un grand problème. Trahir la parole, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est un vaste sujet. Donc, excuse-moi, j'essaie de revenir sur le macro. Tu parlais des échelles. Ah oui, alors, en sociologie, j'ai travaillé sur un petit groupe de musique. Et on m'avait dit, mais non, enfin, il faut faire une étude de tout, tout, exhaustif, etc. Or, sur le terrain, j'ai renoué avec cette pratique que j'avais de faire des intuitions que j'avais quand j'étais à RFI. Puis, je suis passée par la technique au cinéma. Et là, je suis partie aux États-Unis, en Californie, pour travailler sur des tournages. Et là-bas, j'ai eu des envies d'aller enregistrer certaines communautés. Voilà. Et j'ai rencontré des gens de l'American Sound Society, qui est proche de Bernie Krause, qui est en Californie, donc qui est aussi de Quiet American. Aaron Xim, je sais pas si... Voilà. Qui m'a mise sur le binaural aussi à l'époque, que j'ai laissé tomber très vite comme technique. Mais j'ai fait un crossfade, c'est-à-dire que j'ai voyagé aussi au Niger pour un documentaire. J'ai pas mal voyagé et j'ai quitté le cinéma. Voilà, parce que quand je suis revenue à Paris en 2005, j'ai rencontré par hasard un collectif qui s'appelle MU, et on a très vite fait des parcours sonores et des ateliers ensemble. Depuis, j'interviens de temps à autre, mais beaucoup plus rarement, parce que j'ai ma pratique qui s'est développée, tout ça. Mais la notion ce que tu dis, de plonger dans le son, ça peut se faire avec des outils, le microphone aussi, la macroscopique ou microscopique. Enfin, mais cette valeur de témoignage, en fait, d'un portrait, pourquoi choisir telle personne pour décrire quelque chose ou pour incarner un lieu, et pourquoi pas faire un panel. Enfin, c'est la même question qu'en recherche, en fait, qu'en sociologie, à laquelle je me suis heurtée. Et cette histoire, cette fiction, ce témoignage a une valeur universelle, pourquoi pas. Une identité remarquable. C'est peut-être aussi ça, parvenir à l'art du portrait, c'est de créer une de penser ou de composer une identité remarquable. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui
qui aurait trait à la pièce que tu vas présenter ce soir. Peut-être si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur cette pièce immersive de phonosynthèse. Alors, oui, j'ai été invité pour un festival à Medellín à l'été 2019 qui s'appelle la Semana de Escucha à Medellín, invité par Miguel Izaza. Et la thématique du festival était sur la liminalité, la frontière. Et je me suis laissé aller à partir à la Tres Fronteras, qui est la frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie, qui était déjà une réponse un peu frontale, littérale à la question des frontières. Mais je savais qu'en partant à la lisière de la forêt amazonienne, mais en plein cœur de la forêt amazonienne, mais dans une lisière, car des espaces où on arrive en avion avec des resorts, deux petites villes côte à côte, Leticia et Tabatinga. Je savais qu'avec le peu de temps que j'avais à y passer, je partirais jamais aussi loin pour être dans des espaces vraiment de sauvage comme on peut l'imaginer, de jungle amazonienne profonde, etc. Mais faire ce que j'appelle rentrer dans la jungle niveau 1, quoi, en fait. C'est un premier niveau, d'autant que je ne savais pas du tout, moi je ne suis pas un homme des bois, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir à ces environnements non plus. Donc il y a un côté où on part vivre une expérience qui est forte, penser aller en Colombie, c'est une chose, pour moi déjà qui me met hors de ma zone de confort, aller à Medellín en particulier, aller dans la jungle amazonienne en plus, enfin, ça faisait beaucoup de choses, quoi. Donc jungle niveau 1, il y a déjà beaucoup de choses à y vivre, à y entendre, et surtout on reste dans ce rapport de porosité, de liminalité, sur le seuil, sur la lisière de la forêt. Ce qui pour moi, en toute franchise, je pense que pour eux c'est leur campagne, quoi, en fait. Ces endroits-là, c'est un début d'immersion qui pour nous est forte et qui est déjà plein de dangers et de surprises. Marcher au milieu des caïmans, choper un serpent qui peut vous tuer dans les toilettes, n'allez pas pagayer sur le Piranha Lake, aller enregistrer des loutres sauvages, des loutres géantes. Mais tout ça avec voilà, des surprises du type, on part sur ce lac en se disant quand même on va être dans un environnement très sauvage, très dense au niveau de ce que ça peut représenter de la jungle amazonienne. Et en fait, par réflexion, entendre sur le lac le drone de la centrale électrique de Tabatinga qui se reflète encore dans l'espace. Et en fait, être un peu dérangé de ne pas être dans la forêt amazonienne pour enregistrer les non-humains, du sauvage, etc. Et puis finalement, se rappeler qu'on est là pour travailler sur la porosité et travailler sur les frontières. Et finalement, accueillir ce drone, non pas comme étant quelque chose qui contre lequel on va se battre, vu qu'il est là, mais vraiment quelque chose qui, au final, était pressenti dans le projet. Et donc, trouver ça plutôt comme une aubaine que ce son anthropique soit là, avec sa puissance, et après, dans la bande, dans le live, retravailler ces sons-là, et même les augmenter, pour ne pas tricher avec les espaces qui sont... voilà, dans ce portrait qui a donné... fantasmé évidemment, et j'allais dire, je pensais à si dans un sens je suis portraitiste, à ce moment-là je suis plus comme Munch ou comme Schiele. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose d'assez noise et d'assez transfiguré, déchiré. Il y a un salissement du paysage où le tordre comme il m'a tordu, quoi, en fait, le pays. Alors c'est pour rappel, hein, c'est une pièce qui s'intitule Amazonas Phonosynthesis que tu diffuseras ce soir. Et alors c'est par un merveilleux hasard de planning, vous avez tous les deux proposé une pièce issue de voyages en Amérique du Sud. Je pense qu'en même temps le parallèle s'arrête là, parce que ce sont deux pièces, je crois, très différentes aussi dans les territoires dans lesquels elles s'ancrent,
puisque d'un côté, on a cette forêt amazonienne avec sa densité, sa touffeur, on pourrait dire, et puis cette dimension aussi de risque pour de premier degré de la prise de son. Toi, Gaëlle, c'est plutôt un paysage au Venezuela, alors des bruits en campagne vénézuélienne, avec aussi un intérêt plutôt pour les environnements urbains dans ta pratique. En même temps, dans l'environnement urbain, il y a aussi cette rencontre de l'entropie, du crade, du lo-fi. Et quelqu'un comme Francisco Lopez nous a bien montré que les paysages de la forêt amazonienne valaient parfois le chaos, le chaos acoustique d'une ville, d'une grande ville, quoi. Donc, est-ce que cette question de l'entropie, c'est aussi important dans le projet que tu nous présentes ce soir ? Alors, je suis très contente de votre invitation parce que c'est pour moi l'occasion déjà de raviver ma vie en art sonore, puisque désormais je ne voyage quasiment plus, sinon pour donner des concerts. Puis on a été arrêtés, hein, mais je suis maman, je ne vais plus à l'autre bout du monde, voilà. Et je collabore aussi à distance, par contre. J'ai un groupe avec un Américain, où bon, Internet a beaucoup... mais je ne vais plus enregistrer sur le terrain, sinon à l'appel, par exemple, d'un concert où je peux venir la veille enregistrer des sons du lieu. L'esprit des lieux. Donc, ce voyage à Venezuela, je ne l'ai pas choisi vraiment, en fait. Je sais que Alexandre Galland avait posé cette question. Comment choisissez-vous les lieux où vous vous rendez, etc. Souvent, moi, je suis amenée... là, en l'occurrence, c'est un ami cinéaste avec lequel j'avais déjà été sur le terrain à New York pour documenter des protestations massives pendant la Convention républicaine en 2006, si je ne me trompe pas. Quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il y avait beaucoup de chaos dans ces manifestations américaines. Et il m'appelle, j'étais à Paris, pour me dire « Viens au Venezuela, je vais faire un film sur la démocratie au Venezuela ». Alors je lui ai dit « Non, mais je ne fais plus de son direct ». Et il m'a dit « C'est pas grave, tu viens, tu fais tes portraits ». Donc je dis ok, j'ai ma façon de mettre ensemble, de raconter, de scénographier, avec un dispositif aussi, je ne vais pas m'étaler, mais qui est pour moi très simple et qui aussi protège tout le monde, tous les participants, qui est celui du micro sur un pied ou le micro tendu très visiblement, très proche, assumé. Et j'ai trouvé que tout le monde pouvait sortir d'une situation, quand bien même on se projetait, on imaginait, on allait, voilà, on se délocalisait, on se décentrait peut-être, ou alors on se retrouvait grâce à la parole ou à l'expression vocale, quelle qu'elle soit. Voilà, il me dit tu viens. Donc il a fait ce film avec ses fonds propres. On était une toute petite équipe et on a suivi le processus électoral jusqu'aux élections pendant 3 semaines. Je ne connaissais pas l'Amérique latine. J'étais allée à Puerto Rico. Alors justement, j'avais entendu des cookies, des grenouilles qui m'ont renversé la tête, quoi. Enfin, j'ai adoré, mais je ne connaissais pas. Et j'y suis arrivée et on a suivi, voilà. Et ça a été 3 semaines pour moi assez intenses. Et ce soir, donc en fait, voilà, merci ça me permet de réactiver des sons qui sont bruts, que j'ai à peine coupés. Donc c'est tout à fait à l'opposé de ma démarche actuelle, qui est celle de la composition électronique, où je peux transformer beaucoup. Et donc ce sont des sons, je vais improviser quelque chose, une tambouille comme ça, avec des photos, ce que je n'utilise jamais, parce que je diffuse dans le noir en général. Des photos, alors pas certaines ratées, enfin c'est comme un journal en fait, et aussi par rapport à certains écrits sur les portraits de pays, je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion. Donc des photos que j'ai faites, et puis des sons que je vais, comme un écosystème, que je vais essayer de mettre ensemble, et encore une fois très peu, pas de point d'entrée et de sortie, des erreurs voilà, et je me suis retrouvée parachutée là au milieu des agences Reuters, AFP, etc., avec mon micro stéréo. Et c'était très étonnant, et sachant que ces matériaux, je les ai donnés donc au réalisateur pour qu'il puisse en faire quelque chose. Et lui m'a donné des images en échange. Et
Et ce film a mis 10 ans à se faire. J'avais plus de ses nouvelles et je pense qu'il a eu beaucoup de difficultés à le montrer. C'est une épopée de 3 heures sur un opposant politique qui a été inhabilité en anglais. Inhabilité. Et donc nous avons suivi le clan, les chavistes et l'opposition de très près. Et donc des portraits avec des forces en opposition, des clans et la passion politique dans un pays d'Amérique latine avec ce réalisme magique. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu tendance à se concentrer parfois sur la dimension naturelle et écologique du portrait sonore. Or là, on voit aussi que parler de portrait sonore de pays, il y a une dimension sociologique, politique, qui est vraiment adressée dans ton travail. Qu'est-ce que tu voulais dire par le fait que ce dispositif de prise protège la personne? Je pense que ça renvoie à des discussions qu'on pourra avoir sur la question de l'intrusion du preneur de son dans un territoire, du son comme capture, d'un certain imaginaire qui, de facto, quand on est face à des sujets qui ont leur histoire, leur culture, leur empreinte, leur lien à ce territoire, peut poser problème. Je me souviens d'une scène en Roumanie où en fait, la question c'est comment on aborde les personnes. C'est-à-dire, pour moi, soit on enregistre en quelques minutes quelque chose ou quelques jours. On dit toujours, c'est un documentaire, il faut rester des mois, il faut investiguer, il faut faire une recherche préparatoire, etc. Ça, c'est pas forcément rendu possible, parce qu'il faut des budgets aussi pour ça. Donc, soit on arrive et c'est une intuition et c'est très spontané, comme quand on voyage, quoi. On pousse une porte, bonjour, et on commence une discussion, une conversation. Et donc c'est le goût du voyage aussi et de la rencontre, d'être sur le terrain. Ça c'est ce qui, je pense, nous tient déjà. Et en Roumanie, donc j'ai rencontré un jeune couple et je leur ai demandé de mimer la mort de Ceausescu et de sa femme en direct parce que la télévision l'avait retransmis à l'époque. Et j'étais très très choquée. Assez jeune, adolescente en fait, d'avoir vu cette scène. Donc ils font le reenactment ou quoi. Bon, j'utilisais pas ce terme-là, mais de mimer les sons de la mort de ce couple, de ces dictateurs. C'est un peu autoritaire, démiurge ou quoi. À quelle position j'ai à ce moment-là pour réactiver? Si j'avais demandé ça à des personnes âgées qui peut-être c'était plus... Enfin, c'est très particulier comment on peut demander à des personnes d'agir, de jouer. Mais quand on appuie sur enregistrer sur la machine, il me semble qu'il se passe quelque chose qui est avec le micro qui est tendu, qui est à un moment où on se regarde, on dit on arrête d'enregistrer, il y a un dialogue, il y a une confiance. Alors après c'est peut-être un peu présomptueux, ou peut-être c'est la question de l'éthique qui était évoquée tout à l'heure. Quelle est cette éthique quand on enregistre les personnes? C'est effectivement un vaste sujet. Et il m'a semblé, j'ai travaillé avec des gens aussi en handicap, en psychiatrie, des personnes en grande difficulté après, que un espace avec un pied de micro autour duquel on puisse circuler, s'avancer ou se reculer si on a envie, etc. C'est pas une prison en tout cas. Il m'a semblé que c'était pas une prison et aussi que quand on arrêtait d'enregistrer, on reprenait la vie, différemment sa vie, mais qu'il y a eu ce temps de la rencontre qui n'était pas menaçant en tout cas, et parce que pour moi, je pense que la relation à l'autre, elle est très, très intime. Et je pense que c'est pour ça que j'ai appelé mon projet I Hear You. C'est très intime. La façon dont on entre dans la communauté, on en sort, etc. C'est va-et-vient. Écouter l'autre, ça a été développé par une femme extraordinaire, c'est Pauline Oliveros, le deep listening, et qui aussi parle de listening, hearing. Alors elle fait une distinction sur laquelle moi je tique un petit peu. Elle dit on écoute, on n'entend pas. On n'entend pas avec le cœur. Enfin, il y a tout un truc sur, un peu. Mais donc protéger, comment violer la parole. Enfin, c'est des sujets qui sont très abordés, je sais. Et venant du cinéma aussi, je venais d'un univers assez, où il y a un directeur, une directrice de plateau. C'est très
Et voilà, moi j'ai fait très attention à la façon dont je posais, comment poser les questions, et je faisais pas des interviews, je faisais justement des portraits, quoi. C'est très différent. Et comment ces personnes commencent à parler, et comme une tresse en fait, on rebondit sur un mot, on participe à la conversation, on rebondit, on prend un mot et on l'emmène, hop, ça amène ailleurs, etc. Et alors, je me dis que c'est pas au cœur de tes projets d'installation, de marche sonore, de parcours d'écoute, mais pour la pièce qu'on va entendre ce soir, hein, sur un territoire qui est celui de la forêt amazonienne et qui est un territoire menacé objectivement, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu cette question? Alors on en discutait ce matin et on disait mais finalement la prise de son c'est pas une chasse puisque je récolte rien, je prélève rien sur ce territoire, mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas aussi un paradoxe à capter une profusion et à nous la donner à entendre au moment même où cette profusion et cette luxuriance sonore est menacée dans son existence même, quoi. Est-ce que cette question de la prise et les problèmes éthiques qu'elle pose, elle ne se transpose pas aussi pour une pièce comme celle que tu vas proposer ce soir? Comment est-ce que tu te placerais par rapport à ces questions? Est-ce que tu te sens concerné par ces problématiques, toi? Ouais, je me sens concerné, mais c'est pas simple pour moi de me positionner par rapport à ça. Quand je vais en Colombie, je prends énormément de vols, en fait. Je vais faire Toulouse-Paris, j'arrive à la capitale, je descends à Laetitia, on remonte, on repart à Medellín, je rejoins ma compagne après sur la côte caribéenne, et on refait tout ça dans l'autre sens. Donc, venir dénoncer les problématiques environnementales par rapport à ça, oui, d'une certaine manière, quoi. Il y a des choses qui se passent en forêt amazonienne, mais quand je vais à Laetitia et que j'y passe 7 jours, je le vois même pas. Par contre, oui, j'en entends parler. Je sais qu'il y a eu il y a de la déforestation, il y a de la mine, il y a la forêt brûle, etc. Il y a de l'exploitation. On exploite cette forêt. Mais quand, dans le court moment où j'y vais, je pourrais dire que je passe à travers tout ça. Je n'ai pas le temps de le constater. Je viens ausculter un territoire, quoi, le rencontrer par mes oreilles, quoi, en fait. Mais la volonté que j'ai par rapport à ça, tout en étant conscient et en étant d'une certaine manière un peu mal à l'aise du fait de faire toutes ces bornes, de dépenser tout ce kérosène, etc., pour y aller. Mais comment faire autrement? Il n'y a pas moyen de le faire autrement. Ou alors, je sais pas, à la nage, en bateau... Mais ce que je vais essayer de faire là-dedans, c'est en effet d'essayer de témoigner dans la pièce de quelque chose qui est le domaine de l'anthropo ou du capitalocène, c'est-à-dire de rendre en compte une tension, une urgence aussi, qu'il y a dans ces environnements, dans le rapport que l'homme entretient avec eux. Mais des fois, en inversant le rapport de force, entre guillemets. C'est-à-dire que pour parler d'une tension entre ces deux mondes, on peut aussi éventuellement inverser Qu'est-ce que tu veux dire par inverser? C'est-à-dire, par exemple, on pourrait imaginer, je veux parler du capitalocène dans la forêt amazonienne, je vais enregistrer des bruits de tronçonneuses qui découpent, des méchantes tronçonneuses de l'humain qui va découper des gentils arbres. Et peut-être inverser les fluos, c'est j'utilise le son de ce transformateur de Tabatinga électrique, ce drone, comme quelque chose de plutôt lancinant et réconfortant. Et c'est peut-être le son de milliers de perroquets qui débarquent qui, eux, vont donner un sentiment d'urgence, de tension. Mais le résultat elle-même, c'est pas à ce moment-là maintenant la méchante nature, on peut un film d'horreur où la méchante nature, je sais pas, l'histoire des requins, l'attaque des requins, l'attaque des perroquets. C'est pas tout à coup la méchante nature contre les gentils humains, mais c'est simplement d'utiliser les sons et leur force et leur tension, leur dramaturgie pour créer ce rapport, ce témoignage de l'urgence, ce témoignage qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont menacées et qu'il y a de la destruction et qu'on peut en être un témoin, en fait.
plutôt que par le biais d'une pratique audio-naturaliste, d'aller chercher dans cette forêt des sons du paradis sur Terre. En effet, des nuits dans la forêt amazonienne peuvent être très calmes, très douces, très relaxantes, quoi, en fait. Mais c'est pas ça que j'ai envie de témoigner. Ou alors par contraste, quoi, en fait. Plus on va poser une ambiance qui est pacifiée, plus je vais pouvoir derrière recréer ce que j'aime faire, c'est de parler d'inquiétude, en fait. Plutôt que de travailler sur la notion de quiétude dans les sons de la nature, c'est de réutiliser ces sons pour générer une inquiétude, quoi, en fait. Qui, je pense, est plus... témoigne plus du monde dans lequel on vit, quoi, en fait. Et c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose entre guillemets, de militant et qui se rapporte. Sinon, la démarche serait de toute façon morte du fait que j'ai cramé tout ce kérosène pour aller là-haut, quoi. Enfin, c'est hors jeu tout de suite, quoi, en fait. Et quelque part, cette inquiétude, c'est peut-être ce que on nous a montré ce matin avec Jean-François Goyard, c'est une inquiétude qui est liée au phénomène sonore lui-même, dans son instabilité, sa contingence, son caractère insaisissable. Il me semble qu'on en avait parlé, Gaël, que c'était aussi une idée qui t'intéressait, cette idée d'inquiétude dans le son, d'instabilité. Je me souviens d'une discussion à ce sujet, en tout cas, que cette dimension arcadienne du paysage sonore, c'est pas du tout quelque chose dans quoi tu te retrouves, quand bien même tu as pu fréquenter des personnes liées à l'audionaturalisme aux États-Unis au début de cette initiation au field recording, quoi. De respect de la matière récoltée ou... Pas forcément, mais disons que... Du traitement, de la liberté prise par rapport à... c'est vrai que si tu peux préciser peut-être. Moi, ça m'a beaucoup plu de rencontrer ces personnes, hein, parce que c'était des savants fous aussi. Hein, après, archiver, c'était comme ça avant. C'est comme ça aujourd'hui. Faut bien faire avec. Hein, il faut bien inventer justement quelque chose de nouveau, une nouvelle écoute aussi. Moi, je suis très très sensible à la notion d'écoute partagée et la façon dont donc cette écoute, cette tension, cette immatérielle circule entre chacun, entre nous. Et il y a une circulation, j'y crois beaucoup en fait, au pouvoir de la musique et du son. Je fais pas trop de distinction entre les deux. J'aime beaucoup les sons très puissants, très durs aussi, la dissonance. Je travaille beaucoup avec la dissonance, les glissements, les sons malaisants. Ça, c'est très important. Je travaille beaucoup avec j'appelle ça la polymusique. Je fais pas de la polyrythmie au sens, oui, je révèle les sons, la structure interne, le battement, le cœur de chaque son, la pulsation de chaque son, pour créer des univers, des cosmogonies, voilà, donc très denses, des sons très denses, en espérant que chacun peut s'accrocher à un son là-dedans. Et puis après passer un autre son, etc. Donc moi, j'aime bien mettre tous les sons ensemble, en fait. Et sculpter là-dedans, parce qu'il y a des techniques, évidemment. Hein. Je ne dis pas que je mets tout et après je ne touche pas. Mais j'aime bien déjà, justement, comme un écosystème, de voir l'équilibre. On met tous les sons ensemble, qui ont des identités très différentes, hein, des géographiques, des marqueurs identitaires, des coordonnées temporelles. Donc de mettre tout ensemble et de voir comment d'abattre les frontières. Il n'y a pas de hiérarchisation entre les sons. Il n'y a pas un son meilleur que l'autre, en fait. Qu'est-ce que c'est que toutes ces idées, cette notion de comment... Et après, oui, bien sûr, avec des techniques de composition, on met un son en avant, 2, 3, etc. Et après, il y a des techniques. Mais j'aime beaucoup la musique bruitiste, qui fait dialoguer les sons de l'univers ensemble, tous les sons. Après, ouais. Et surtout, la façon dont l'attention... l'écoute, c'est partagé et comment on peut écouter à travers les autres aussi. Donc, effectivement, en enregistrant des personnes qu'on écoute et qui c'est comme la voix s'ouvre, enfin, ça ouvre un univers et on peut même être en état un petit peu hypnagogique ou à l'écoute de... Et après, c'est des sons très noise et tout, mais même dans le noise, pour moi, c'est du massage, hein,
la noise. C'est plutôt ce que j'avais en tête quand je pensais à cette idée d'inquiétude, effectivement. Alors, j'ai peut-être une dernière question, et puis peut-être on peut écouter quelques courts extraits et les commenter un peu à vif avant ce soir. On commence avec un extrait ou... Alors, simplement, par rapport à ce soir... Ah pardon, pour ce soir, ouais. Oui, non, mais c'est simplement... ça me faisait poser la question, au fond, de comment... C'est une question qu'on a peu abordée aujourd'hui, et bon, peut-être qu'on pourra le faire demain, mais comment s'articule pour vous le rapport entre ce que vous faites dans votre pratique sur les lieux enregistrés et la situation d'écoute des auditeurs? Je sais que, par exemple, pour toi, Stéphane, c'est quelque chose de très important, le dispositif d'écoute dans la salle. Comment ça s'articule? Alors, c'est le cas pour toute écoute, hein, mais là, ça crée une distension spatiale. Est-ce qu'il y a une manière dont vous souhaitez que vos auditeurs vous écoutent dans leur placement dans la salle, bien évidemment dans le dispositif de diffusion, qu'il soit quadriphonique ou autre, mais aussi dans son attitude corporelle, quoi. Il y a toujours cette question, est-ce qu'on ferme les yeux ou pas? Quand on écoute des extraits tous aujourd'hui, il y en a qui rentrent en eux-mêmes, d'autres qui continuent de regarder autour d'eux, ce qui implique des modalités d'écoute différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez par rapport à ça, ou est-ce que vous laissez ça assez ouvert, où s'arrête la détermination? C'est une question un peu vaste, hein, j'en ai conscience, mais c'est pas pour avoir une réponse exhaustive, mais peut-être en lien avec les pièces présentées ce soir, en tout cas. Pour moi, c'est une réflexion qui est nouvelle, on va dire, parce que pendant des dizaines d'années, j'ai vraiment invité le public à partager, créer des communautés d'écoute qui partent ensemble écouter dans l'espace public. Donc, typiquement, exclusivement dans des endroits non dédiés à la diffusion de pièces ou de création on n'est pas là pour faire un concert dans un espace qui est insonorisé, qui est bien amplifié, où les moyens de diffusion sont de bonne qualité, etc. On est dans l'espace public, on fait ça avec un certain nombre justement de dispositifs. Et oui, très rapidement, j'ai fait des choix radicaux sur le type de casque qu'on va utiliser, le parcours que l'on va faire, etc. Donc de diriger beaucoup l'auditeur dans sa posture d'écoute et même dans les dispositifs qu'on partage avec lui, pour être sûr en fait qu'il puisse partager une expérience d'écoute qui soit à peu près la même, en fait, parce que chacun avec son téléphone réglé à n'importe quel niveau, avec n'importe quel casque plus ou moins ouvert, etc., on n'a pas la même expérience que choisir tel casque très très ouvert, très très poreux, puis tout à coup un casque anti-bruit qui ne l'est pas du tout, et choisir le niveau qu'il y a sur le lecteur qui va déterminer vraiment l'expérience et le niveau de porosité de rapport au réel. Quand tout à coup on se repose la question d'aller faire du son dedans, pour moi d'abord c'est un dispositif qui s'appelle architecture sonore, et où là je me dis je vais rentrer dedans et je vais partager, recréer cette communauté d'écoute, mais lors d'un moment où je vais faire une marge d'écoute dans un lieu comme si c'était un environnement ouvert. Donc la première manière qui fait que je reviens avec du public dans les lieux, c'est pour architecture sonore et sous une forme qui est, on va découvrir l'espace architectural comme si c'était une forêt, comme si c'était le bord de la Garonne, etc. Et maintenant, je reviens à la forme concertante que j'avais abandonnée depuis que je faisais de la musique électronique dans le début des années 2000, des breakbeats cinématiques et de la drum and bass. Et pas du field recording dansant, mais quelque chose qui pouvait, de l'autre côté, y revenir. Donc là, maintenant, oui, il y a le rapport à la multidiffusion, des choses que j'ai beaucoup pratiquées dans l'espace public, et donc se retrouver aujourd'hui en salle. Et redécouvrir ces espaces-là. Donc la première forme que j'ai choisie ici, c'est une forme concertante, c'est-à-dire où... pour recasser un peu ce côté de l'acousmatique où on ne voit pas la personne jouer et où je me retrouverai en situation de non-jeu ou à diffuser une bande ou en étant à l'arrière, je propose justement de me remettre à vue et de manipuler un peu des enceintes, etc., que je spatialise en temps réel de manière, on va dire, pas chorégraphique, mais corporelle. C'est-à-dire je déplace des enceintes pour les mettre en espace, quoi. Donc voilà la manière que j'ai eue de retourner finalement dans le dedans et en face de.
Gaël, je ne pense pas que ce soit tellement ta démarche, cette dimension de direction de la situation d'écoute. On le fait beaucoup avec les parcours sonores. Parcours sonore, oui, c'est vrai. En jouant certaines séquences en Europe de l'Est, sur le Danube. On a fait un énorme projet en 2008 avec le collectif MU. C'était des pièces qu'on avait conçues à Paris et qu'on rediffusait dans des contextes. Par exemple, à Vukovar, l'écoute était très différente. Donc une même pièce écoutée dans différents endroits, évidemment, n'a pas du tout la même portée. Selon l'expérience des habitants et des écoutants. Des contextes d'écoute, c'est très important, les contextes d'écoute. C'est une question très compliquée aussi. Personnellement, moi, j'aime bien jouer dans le noir parce que c'est vrai que j'ai quand même... je viens quand même du cinéma, donc j'ai quand même une écriture un peu de cinématographique. J'aime bien jouer dans le noir, je ne suis pas performeuse. Mais je spatialise. Alors, pas pour l'idée d'immersion. Je ne parle jamais d'immersion. Ça ne me plaît pas trop comme terme. Mais bien parce que, avec un collaborateur, on a développé un outil, un instrument de transformation du son par les mouvements de spatialisation et qui crée de la rotation. La rotation y ajoute, c'est très approprié c'est aller ensemble, en fait, de pair depuis de nombreuses années. Comment la rotation aussi modifie le son, etc. Et donc, que l'audience puisse s'allonger au cœur du dispositif de diffusion ou se lever, sortir du champ, ne pas rester captif, sortir, écouter de loin aussi, comme nous, on écoute dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire, on s'éloigne de la source sonore. Et j'aime beaucoup l'idée d'écouter à l'oreille nue et de faire des balades avec des personnes à oreille nue. Je trouve ça fantastique, quoi. Trouver des points d'écoute et impliquer ces personnes dans des points d'écoute, se déplacer, etc. Faire la tête de lecture soi-même, c'est-à-dire s'approcher de la source, s'éloigner. Et donc, de la même façon, quand on est dans une situation de concert, de contexte amplifié, je trouve ça vraiment super de pouvoir sortir, se balader, écouter le son depuis derrière la porte, de revenir, d'être derrière les enceintes, de se rapprocher, d'être devant. Et on a des sensations très puissantes. De rester assise, personnellement, moi, dans un concert, j'ai du mal à rester à la même position. J'aime voir comment le son réagit dans l'espace, etc., avec en fonction des acoustiques. Donc, si, ça m'importe beaucoup, les contextes d'écoute. Après, ça nous échappe quand on fait des publications. Les gens écoutent avec le système qu'ils ont chez eux. Personnellement, moi, je crois que ma musique est pas facile. C'est pas facile d'écouter ma musique sur des haut-parleurs d'ordi, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur l'oreille nue, parce qu'il y a aussi cette question très prégnante dans les pratiques de free recording d'écouter au casque un environnement avec tout ce que ça fait ressortir aussi en termes d'hyperesthésie, quoi. Comme si on avait la tête dans le son et à la fois il y a cet aspect fascinant qui fait qu'on est pris dans la matière sonore et qui est extrêmement séduisant quand on commence ce genre de pratique. On en avait parlé, mais qui est aussi un risque de fétichisme du son, quoi. Et retourner à l'oreille nue, c'est un point important. Moi j'aime bien enregistrer son casque, en fait, très vite, parce qu'en fait au départ sur les plateaux de cinéma c'était énorme, même en radio, en fait, on devient accro. Après, moi, je trouve ça super, encore une fois, par rapport au phénomène de la vibration, phénomène physique du son, de sentir la vibration. Et donc, d'enregistrer sans casque, pour sentir la bulle du son. Et ça, c'est chouette aussi, je pense, parce qu'on est séduit par... Après, quand on fait, par contre, des manipulations, effectivement, en macro, qu'on fait des choses très... On peut, mais je trouve ça bien d'essayer, en tout cas, sans casque et de... Ouais. Stéphane, c'est quelque chose qui te parle aussi ? Ouais, j'ai beaucoup apprécié de découvrir la prise de son binaural natif. J'ai fait un travail comme ça pendant un voyage au Myanmar. Et en fait, c'est vraiment de ne pas, en binaural natif, on ne va pas monitorer en même temps que l'on enregistre. Donc vraiment, je sais que je suis en train d'enregistrer mon écoute
à peu près, hein, elle va être transduite, mais c'est là où je mets ma tête que sera le focus. Donc je le projette, mais je le projette comment? En écoutant. Donc après, je me rappelle à enregistrer un feu comme ça en binaural natif, et donc de savoir que j'allais mettre la tête le plus proche possible pour capter. Ou alors, à certains moments, pour faire des focus, je ne déplace pas le micro, mais c'est ma tête qui va se rapprocher des sources. Et donc, à l'inverse, si je suis en train de discuter avec quelqu'un, je fais avec un moine à un moment, à une station de bus, on fait un tour avec ce moine, et il me parle, et il me montre des choses dans le paysage. Alors, ce qui se passe, c'est vraiment que... ma tête bouge, donc sa voix se déplace dans l'espace. Et après, c'est la question de savoir... Ce sont des erreurs d'enregistrement du preneur de son. Et en fait, à un moment, c'est quand on le réécoute, on se rend compte qu'il y a du mouvement et que dans ce cas-là, c'est intéressant. Le détimbrage, voilà. C'est très beau aussi. Ça rend quelque chose qui est vivant. C'est pour ça qu'on parle de portrait, tout, mais on est vraiment encore dans ces notions d'espace et de déplacement et de perception et de s'éloigner de la source, Et de la même façon que avec mes étudiants en audiovisuel, je leur dis, quand on fait le point sur tout ce qu'on peut oublier en fait pour partir sur un tournage, je leur dis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les câbles, parce qu'ils relient... sans câble, je ne peux pas enregistrer. Par contre, si j'oublie mon casque, et moi ça m'est déjà arrivé, alors c'est toujours la petite histoire en leur disant, vous oublierez toujours quelque chose. Si vous n'avez pas votre casque, c'est pas super, mais on peut encore travailler. Mais si j'oublie le câble ou la carte SD, ça ne m'empêchera pas d'écouter. Profitez-en, vous pourrez vraiment cette fois écouter sans être absolument appuyé sur REC et ramener de la matière. Et surtout si vous êtes dans des moments d'auscultation, presque ça me ferait plaisir que vous oubliez un bout de matériel, comme ça vous allez vraiment écouter. Mais voilà, de temps en temps, en effet, oublier le casque pour continuer l'écoute et simplement projeter ce que l'on est en train d'enregistrer, peut-être par le geste. Je sais d'expérience ce qui va se passer par rapport à mes mouvements, quoi. Donc, j'en aurai pas le contrôle. Et justement, peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qui va s'improviser, qui va être un peu moins voulu, quoi, en fait. Et peut-être voir, est-ce qu'on peut, avec la pratique, peut-être on peut anticiper surtout, sur ce que ça va devenir. Ça, c'est bien, j'aime bien projeter. On n'a pas idée de ce que ça peut devenir, mais peu à peu, avec le temps, on se dit, tiens, j'entends ça. Il y a le son qu'on entend, mais en fait, j'entends autre chose dans ce son. Et se substituer aussi au traitement. C'est tout cet imaginaire qui se met en place de sa propre technique, son savoir-faire qui prend place comme ça. Et c'est assez beau aussi de voir... Après, à l'inverse, il y a vraiment tout le travail avec les micros qui vont dans le spectre de l'inaudible. Donc travailler avec l'inouï ou je sais pas, l'inentendu ou le malentendu ou ce qui échappe à notre perception, quoi, en fait. Écouter sous l'eau, enregistrer les champs électromagnétiques, des infrabasses. Et tout à coup, si on n'est pas appareillé, là, on peut pas le quester, quoi, en fait. On peut pas le pister, ce son. Donc, repartir là vraiment armé de la technologie et du casque pour pouvoir vraiment ausculter des territoires dans le spectre de l'inaudible ou du audible, l'invisible. L'invisible, ce que j'appelle aussi les discrets, quoi. Comme Damasio. On penserait aux furtifs, on penserait aussi au travail de Saraceno ou de Jana Winderen sur les zones arctiques, qui est tout à fait, qui est vraiment passionnant. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être si on pouvait... Je ne sais pas si on fait une écoute. Est-ce qu'on fait une écoute ou pas? Peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être laisser la priorité au public, s'il y avait peut-être des échanges ou des questions pour la pièce de ce soir. Ça me semblerait peut-être plus sympa. Ça dépend aussi un peu du temps. On avait des petits extraits très courts, mais étant donné qu'on fait une écoute ce soir, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous... Peut-être un échange. Peut-être écouter. Ben voilà, merci. Le public a parlé. Par quoi on commence, Gaëlle, tu nous proposes quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qu'on va entendre ce soir? Non, pas du tout. Moi, j'ai des choses très courtes que j'ai fait il y a longtemps.
Je peux proposer un duo sur le Danube, puisqu'on parlait de l'identité du fleuve tout à l'heure. C'est un projet avec le collectif MUGE, c'est ça? Tu parlais. C'est un projet européen qui s'est développé qui s'est préparé pendant des mois et des mois, mais qui s'est déroulé sur 3 mois sur Rhin et Danube avec des péniches. Et nous sommes partis de la mer Noire. Pour ma part, j'étais sur la partie Danube. Et donc je souhaitais rencontrer les personnes le long des rives. Donc c'est un tout petit extrait. J'ai une traduction. Je peux la. Voilà. Donc c'est Vicky et Tony. Alors le son. Donc So there is alors on peut mettre un peu plus fort. narrow long area. There are some benches but not very clean. Trees over these benches. There is an apple tree there on the in the river. Yes, on the right side. And my theater teacher used to tell me stories about this tree. How he could always imagine that there is so much life. Meet there and the branches and on each leaflet. That there are so much insects there, and once you look in the branches of the tree, you can feel so much that it leaves that there is really wildlife there. And when you keep on walking, it's not there anymore. And people have done. Je me suis trompée d'extrait. Mais c'est dans la foule, c'est pareil, c'est un duo. Excusez-moi. En fait, c'est juste parce que il y a leurs photos et tout d'un coup, je me dis mais non, mais excusez-moi d'interrompre. Alors, VLC. On repart. И като гледаш Дунава, си Тони, аз си представям. Не, аз си представям. Аз си представям. Там тази пейка е много хубаво. Кучето ми. И като гледаш Дунава и залеза за морето. И е много прекрасно. И ако си с любим човек е още по-хубаво. Да, защото гледаш залеза както тук, но там е по-прекрасно. Да, залеза е много красив между другото. И то понеже това е... долу на парка пак има. Да, пак е красив. Да, обаче там не е толкова красив. Да. Там не е толкова красив, колкото тук, да. Добре, аз обаче там, като си с любим човек... Че съм с любим човек. Може да седнеш и да почиваш. Просто е прекрасно. Може да направиш пикник на полянката в парка, да се излегнеш. Аз много обичам текето, всъщност там ми е любимо. Да. И да съм с кучето ми, което да тича, да съм с... Там текето е по-далеч от Русе. Това е Русе. Обичам с приятели, с компания. Значи на пейката е много хубаво. Трябва да учиш някакъв път на пейката. Аз съм ходила, мисля, че съм. Но онази издадената пейка. Дето е на високо. Да. Същото. Много хубаво, браво, ти казахме, че съм се тъпа. И аз. Vous avez la traduction, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est vraiment la description du fleuve. Alors, c'est merveilleux d'être là, j'y vais avec la personne que j'aime, tu peux regarder le coucher du soleil. En bas, dans le parc, on est bien, il y a un quai, oui, c'est beau aussi, mais c'est pas aussi beau. On ne s'entend pas là. On ne s'entend pas parce qu'elles parlent en même temps, ce que je leur ai demandé de faire. Sur cette notion d'entrelacement, oui, mais là-bas, c'est pas aussi beau qu'ici. Alors, bon, moi, j'imagine, en revanche, là-bas, quand tu es avec la personne que tu aimes, que je suis avec la personne que j'aime, oui, j'ai du mal à me l'imaginer là. S'asseoir et se reposer, c'est tout simplement merveilleux. Tu peux faire un pique-nique sur la pelouse et t'allonger, oui. En fait, moi, j'aime beaucoup le Téké, c'est l'endroit que je préfère. C'est un endroit au bord du Danube. Oui, et d'être avec mon chien qui court. Mais le Téké, c'est plus loin, c'est loin de Roussé, en Bulgarie. Mais c'est à Roussé, j'aime y être avec mes amis, avec ma bande, etc. Et puis à la fin, on dit beaucoup de conneries, je me sens bête, moi aussi. Voilà, mais c'est vrai que l'autre était en anglais, donc c'était plus facile de comprendre. Il y avait cet entrelacement aussi, donc, qui était aussi en Bulgarie. Et est-ce que je peux passer un deuxième extrait très court ? Bien sûr, oui.
enfant, j'ai le souvenir d'une joie sans fin. À n'en plus dormir lorsque mes parents programmaient une sortie à la plage. Mes frères, mes sœurs, les préparatifs, le pique-nique et même le chemin qui menait, à cette merveille qu'est la mer Méditerranée, si pure. Dans mon inconscient de gosse jusqu'à vouloir faire corps avec elle. Elle me faisait peur et en même temps elle m'attirait. Je voulais même vouloir boire de son eau, tellement ça me rendait heureuse. Tout était beau autour de moi. C'était une vraie joie de vivre. Rarement égalée depuis. Ouais. Des années après, je m'aperçois que c'était tellement merveilleux, c'est parce que je le voyais à travers mes yeux d'enfant. Les yeux d'enfant, et puis précisément à l'époque, il me semblait que la nature était à mon service, oui, sans barrière ni tabou. Et puis, c'était très lié à l'enfance, quoi, à mon adolescence et à mon pays natal. Et puis ces souvenirs, bien sûr, obligent. Oui, c'est obligé. Ils sont à jamais. C'est des trésors, quoi, des trésors enfouis en moi. On est tous très intrigués par cette dernière piste. Tu peux nous dire 2 mots avant de passer l'extrait, parce qu'il y a là vraiment cette dimension de ne pas faire abstraction de la complexité ou du côté lo-fi d'une ambiance. On sent à la fois la médialité qui est là, et en même temps il y a une authenticité dans cette voix, dans son rapport aussi à la mémoire. En fait, c'est un atelier qu'on a mené avec des femmes de Clichy à Paris, qui peu à peu se sont enregistrées chez elles, toutes seules. Voilà, donc je l'ai appelé Inland, pays intérieur. Si c'est bien la traduction, terre intérieure, je sais pas. Je sais pas le nom de cette femme parce qu'on a fait, scandale, un atelier volontairement avec. On a leur nom, puisqu'après on a fait quelque chose au Bouffe du Nord. Mais moi, j'ai pas reçu leur nom et j'étais enceinte, donc j'ai pas participé comme d'habitude, plutôt à l'atelier, mais à la composition. Et elles sont enregistrées en précisant leurs gestes peu à peu, leurs gestes d'enregistrement. Et c'est moi qui ai donc créé cette amplification artificielle. Merci beaucoup. Ce parasitage. D'accord. Tu veux que je choisis Ouais, je sais, j'ai mis 3 sons, je ne sais pas ce qu'on peut écouter. Il y a des choses plus construites. Peut-être on peut, si on passe 2 choses, il y a un petit extrait qui s'appelle Break, qui est vraiment un très court extrait d'une pièce qui s'appelle Serendip Rhythms, qui est publiée sur le label belge et bruxellois, une Fatenless, que je vous recommande, qui est dédiée au field recording et à des pièces qui dépeignent des lieux. Et là, c'est une pièce qui est créée à partir de sons du Sri Lanka. Il s'appelle Break, ouais. Donc là, c'était une nuit passée dans les Knuckle Range, dans les montagnes au centre de l'île, près de Kandy.
Et voilà, ça a donné un peu une idée de ma pratique, quoi. Apparemment, il y a un problème sur ce haut-parleur. Le haut-parleur marche, mais je pense qu'il y a la sortie qui relie l'ordinateur qui est pas en stéréo. Alors, puisqu'il y a un petit problème de... Il y a un problème de canal, apparemment. C'est mieux? Alors, on peut lancer. Merci beaucoup. Il y a un dégraissage progressif qui est très, très, très notable. On passe vraiment de quelque chose de motorique quasiment dans le début, après cette présence plus écologique et humaine, et puis ce son fixé et cette identité Alors c'est quoi cet oiseau à la fin exactement? Aucune idée. Je pensais des grenouilles. C'est une grenouille. Ouais, je pense que c'est J'aurais dit des grenouilles. Après, moi, je ne suis pas audio-naturaliste. Je ne connais pas les espèces et encore moins les... Tu ne te définis pas du tout par rapport à l'audio-naturalisme? Non, je ne suis pas naturaliste. Pour moi, il y a grenouille et encore, par exemple, au Sri Lanka, pendant longtemps, il y avait un son entêtant qu'on retrouvait dès la maison qu'on louait, etc., qui était là perpétuelle. Je pensais que c'était des oiseaux. Et en fait, j'ai appris finalement, je disais, il est où l'oiseau, etc. Il me dit, non, c'est l'écureuil, là. C'est un son d'écureuil, mais pour nous, ça sonne vraiment pas comme un écureuil, quoi. D'ailleurs, comment sonne un écureuil, je sais pas, moi. Et pour le coup, ça sonnait plutôt comme une grenouille, mais comme on était dans un contexte d'un autre lieu, je me suis dit que ça devait être un oiseau qui sonnait pas comme un oiseau dont j'avais l'habitude. Moi, personnellement, il y a deux positions, vraiment. À chaque fois, il y a un côté choquant, justement, pour les naturalistes et les audio-naturalistes. Moi, je fais vraiment un travail de composition, et donc, pour moi, ça va être du son, ça va être de l'énergie, de l'intensité, des blocs de fréquences, etc. Mais c'est horrible de dire ça, que du vivant devient des matériaux. Mais c'est pas que ça, c'est aussi quand je suis en présence, c'est quelque chose avec lequel je communique, je sais pas, par ma présence, par mon écoute, que je respecte énormément, mais que je cherche pas à comprendre et que je cherche pas à identifier. Je ne veux pas en connaître le nom latin. Je veux même pas savoir forcément leurs habitudes, etc., si ce n'est de pas trop les déranger, voire de pas les écraser ou de pas faire de bêtises avec mes micros. Mais cette dimension vraiment de connaître
ça m'intéresse de rencontrer, de connaître, pas forcément. Mais je suis toujours preneur, comme je suis curieux, je suis toujours preneur qu'on me donne, oui, c'est l'écureuil là, il se reproduit à tel moment, il est plutôt curieux. Tout ça m'intéresse, mais pas en premier lieu. En premier lieu, ce qui m'intéresse, c'est son son. Est-ce qu'en cela, tu te reconnais un peu dans la critique que fait Francisco Lopez au sujet de l'audionaturalisme et du free recording, quand il dit quelque part il y a une contradiction à vouloir parler d'écologie en même temps dans une dimension très d'identification qui recolle le son à sa source et qui quelque part en nie l'autonomie plastique, quoi. Que si on était vraiment dans une démarche écologique cohérente, on comprendrait que le son a sa propre autonomie. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu dis. Personnellement, oui, dans ma relation écologique, dans ma relation d'écologie de l'écoute, ce qui m'importe à ce moment-là, c'est la vibration. Moi, la rencontre se fait par le phénomène vibratoire avant tout, quoi, en fait. Et par là même, je l'accueille tel qu'il est. Je ne l'accueille pas dans son nom latin, je ne l'accueille pas dans ses habitudes, même si, quelque part, lui ou elle est en train de communiquer. Et en effet, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Mais c'est comme une langue que je ne comprends pas. Je vais apprécier vraiment la modulation, la musicalité. Je n'ai pas besoin de savoir, de comprendre. Évidemment, maintenant, on reprend l'autre. Je ne vais pas nier l'humanité de ces gens-là et ce qu'ils racontent. Mais avant tout, je vais les rencontrer, qui que ce soit, où qu'ils soient, par la musicalité de leur langue, par le vibratoire, la sensation que ça opère en moi. C'est vrai qu'on est dans la poésie et la musique aussi. Donc les terrains se parlent. De même que la fiction. Ça ne nie pas l'autre aspect, en fait. Voilà, vraiment, l'aspect de connaissance, l'aspect est important. Je respecte les gens qui ont cette culture-là, avec laquelle j'aurais toujours plaisir à échanger. Mais il se trouve que moi, ce n'est pas mon approche. Mais elle ne nie pas cette chose-là. Voilà, ça, c'est important, quoi. Donc, pareil, vraiment pour les voix. Avant tout, je les entends en termes de vibration. Après, je vais chercher à les comprendre. Parfois, alors bon, ce qu'il y a, c'est que je travaille plus avec les personnes. Hein. Ça fait quelques années quand même que, voilà, j'ai enregistré des entretiens l'année dernière, mais pour un projet qui n'était pas le mien, mais c'est pareil avec les sons, de toute façon. Mais surtout d'imaginer des situations, donc situations poétiques, des fictions, des. On était parti de cette question de la rencontre, on y revient finalement. Je pense que c'est une bonne façon de boucler la table ronde et puis surtout de ne pas vous mettre en retard parce qu'on doit donc tous partir vers QO2, faire les balances.